Je vais dire que je suis tombé dedans un peu par hasard parce que c'est pas comme si j'étais allé en me disant ok, il faut que je gagne ma vie en utilisant Internet. Je me rappelle qu'en 2012-2013, j'avais fait un peu plus de 150 000 $. Wow. Sur l'année? Non, Oui, mais sur une année. Sur une année? Oui. 150 000 $. Oui. Et il faut dire que je travaillais peut-être 3 à 4 mois dans l'année. Parce que comme j'ai dit, j'aime beaucoup apprendre. Oui. Enfin, je disais tout à l'heure que mon objectif était de payer mes études. Mais après, je me rends compte que ok, je peux gagner 5 000 $, 10 000, 15 000 en un mois. Internet, c'est comme un monde virtuel. Donc, aujourd'hui, par exemple, j'ai un produit et tout, et je veux ouvrir une boutique ou des bureaux pour commercialiser mon produit aussi. Je vais quand même investir des millions. Ouais. Je vais investir des millions. C'est ce que les gens font. Je vais meubler l'endroit pour que les clients soient à l'aise. Je vais acheter du stock. C'est quand même, je vais prendre des employés et tout. Et ça, c'est dans le monde physique. Alors, on va dans le monde virtuel et la personne espère investir 100 000 francs sur son site web pour commencer à vendre. C'est juste pas possible. Alors que ce canal-là, la boutique ou ton bureau et tout, te permet juste de toucher les gens qui sont dans l'environnement. Et tu peux avoir ta boutique ouverte. Le plus souvent, il n'y aura pas 100 personnes en même temps qui vont venir chaque jour. Alors que sur Internet, tu peux avoir 10 000 personnes. Internet te donne cette possibilité. Voilà, et encore à un coût moins élevé que le coût pour les 100 personnes. Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez vous. Bienvenue dans ce nouvel entretien. Un nouveau numéro consacré à la série sur comment vous pouvez commencer par profiter du temps que vous passez sur Internet. Et dans ce nouveau élément, je reçois pour vous un des meilleurs en la matière. Un précurseur, je dirais, on ne le présente plus. Je suis avec Ulrich Sossou. Il est très connu dans la sous-région et au Bénin lorsqu'il est question de gagner sa vie sur Internet. Ulrich, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi d'être ici. C'est moi qui te remercie pour avoir accepté l'invitation. Alors, j'ai découvert Ulrich pour la première fois en regardant une vidéo sur Facebook. C'était en 2018. Et dans cette vidéo, il était question de relater un peu comment Ulrich est passé du freelancing à la création des produits. Et notamment, ils avaient beaucoup plus parlé en ce moment-là de ton incubateur TechSL, c'est ça? TechSL. Et en ce moment, il y a des chiffres qui étaient sortis qui m'avaient beaucoup impacté, mais je me posais la question de savoir comment cela était possible. Et c'est vrai que moi-même j'avais déjà commencé par gagner ma vie sur Internet, mais en fouillant davantage sur Ulrich, je me suis rendu compte que Ulrich était dans le milieu depuis les années 2006, je crois. Oui. D'accord. Avant de revenir sur les questions, est-ce que tu peux mieux te présenter à nos internautes? Ok. Donc, bonjour à tous. Comme je disais, c'est un plaisir d'avoir cette discussion et de partager un peu mon expérience avec vous. Donc, je suis Ulrich Sossou. Je suis cofondateur de Beautemps, qui est une solution de marketing pour les petites entreprises. Peut-être qu'on va en parler tout à l'heure. Et j'ai commencé en 2006 en tant que freelance et tout, juste après mon bac. Et j'ai travaillé comme freelance consultant jusqu'en 2013 environ. Okay. Et après 2013, je me suis intéressé à créer, commercialiser directement mes propres produits auprès des entreprises ou des personnes qui en ont besoin. Donc, c'est ce qui m'a conduit à Beautemps aujourd'hui. Je pense qu'on reviendra sur différents aspects de cette histoire. Exactement, tout au long de cet entretien. Et relater un peu ton parcours et quelles sont tes clés de succès. Mais il y a une question qui me vient à l'idée tout de suite. En 2006,
pour moi, en ce moment-là, lorsque nous on allait sur Internet, d'abord c'était pour aller découvrir l'ordinateur. Internet, c'était plus ou moins, rentrait à peine dans nos pays, le débit était très bas. Mais comment déjà, en cette année-là, encore que tu étais sur le banc, toi tu pensais déjà à comment monétiser ton temps sur Internet, parce que nous on n'avait pas idée de ça dans les années 2006 et la majorité n'avait pas idée à ça. Comment toi déjà, dans les années 2006, tu te posais la question de comment tu peux gagner ta vie sur Internet? Enfin, je vais dire que je suis tombé dedans un peu par hasard, parce que c'est pas comme si j'étais allé en me disant, OK, il faut que je gagne ma vie en utilisant Internet. Et c'est vraiment, enfin, je vais essayer de raconter ça. J'ai eu mon bac déjà, j'étais parmi l'un des meilleurs du Bénin. Et je devais trouver une université à l'extérieur. Donc, mon père essayait de passer par les circuits de l'administration pour m'avoir une bourse et tout. Et pendant ce temps, je devais voir, OK, quelle formation il y a, qu'est-ce qui m'intéresse et tout le reste. Et il faut dire que je connaissais déjà les ordinateurs depuis le cours primaire. Et enfin, je jouais de temps en temps dessus. Mais je n'avais pas d'ordinateur chez moi déjà. Mais je n'étais pas vraiment très intéressé. Mon père m'a même proposé de faire l'informatique et j'ai dit non. Parce que pour moi, l'informatique, c'était, vous voyez, les gens qui font la saisie, la comptabilité, tous ces trucs vraiment ennuyeux là. Donc, ou les techniciens informatiques et tout ça. Enfin, je pouvais un peu essayer de réparer un ordinateur, mais c'était juste pas le genre de carrière que j'avais envie de faire. Et aussi, je n'étais pas, même aujourd'hui, vous allez remarquer, quand je poste sur les réseaux sociaux, c'est juste pour donner de l'information aux gens. Donc, j'étais pas vraiment un accro, voilà, accro au mail, Messenger et tout. Donc, je pouvais juste pas, c'était horrible en ce moment Internet. Tu peux juste aller et passer 45 minutes avant d'ouvrir ta boîte mail. Donc, c'était juste pas un truc que j'avais envie de faire. Ça m'intéressait dans une certaine mesure, mais je n'étais pas vraiment aussi à fond que d'autres personnes même, qui ne sont peut-être pas du domaine, mais qui utilisaient Internet en ce moment pour se divertir, pour discuter avec des amis ailleurs et tout. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en recherchant des universités, j'allais sur leur site, je trouvais des informations. Moi, j'aime beaucoup apprendre. Donc, je trouvais des informations sur l'économie, des trucs d'ingénierie, enfin, plein d'informations dans tous les domaines. Et comme moi, j'aime apprendre, enfin, je vais raconter un peu, mes parents sont médecins et j'ai lu pendant mon cours primaire tous leurs livres de médecine. Ils avaient, donc, vous voyez, je m'intéresse juste de découvrir de nouvelles choses dans tous les domaines et tout. Donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait ces informations sur Internet. Donc, j'ai commencé à rester au cyber des heures et des heures et des heures juste pour lire des choses. Et le cyber en ce moment, c'était peut-être 800 l'heure par là-bas. Et enfin, il fallait trouver de l'argent pour payer ça, quoi. Parce que enfin, ce que mes parents me donnaient chaque mois, ça finissait très vite. Donc, enfin, en quelques jours, ça finissait dedans. Et ce que je faisais aussi, c'est que le gérant du cyber, je l'aidais à réparer des ordinateurs, à installer des trucs. Donc, il nous laissait, on était un groupe d'amis là qui l'aidait à faire ça, et il nous laissait enfin, naviguer gratuitement de temps en temps. Mais c'était juste pas confortable parce que c'était souvent, par exemple, le cyber est rempli toute la journée. C'est vers le soir, 22h, ça se libère. Donc, tu vas veiller là-bas, rentrer tôt chez toi à 5h du matin, des choses comme ça. Et en même temps, j'ai commencé, toujours en 2006, en janvier, je pense que j'ai commencé les cours à l'université à Cotonou. Et en ce moment, j'étais vraiment accro d'Internet. Et tu as fini par devenir accro? Ce que je faisais, c'était que j'habitais à Porte-Novo parce que je connaissais les gens au cyber, j'arrivais à avoir des réductions ou parfois à naviguer gratuitement et tout. Et je venais au cours à Cotonou, mais ce n'était pas confortable. Et il fallait que je trouve une façon de gagner de l'argent pour payer ce train de vie, pour avoir mon propre ordinateur, pour me payer une connexion Internet. Ça s'appelait Zekede ou quoi, dans le temps de Bénin Télécom. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à voir. Pas te poser cette question-là. Comment Internet que j'utilise pour lire, pour faire des recherches, pour nourrir ma curiosité, comment cet Internet peut me permettre de commencer par
premièrement, avoir de l'argent pour davantage payer Internet, c'était d'abord ça. Et tu as commencé par taper ça dans les moteurs de recherche, cette question? J'étais souvent sur des forums. Okay. Donc, je voyais des gens qui disaient, OK, j'ai besoin de tel truc, j'ai besoin qu'on me rédige un truc, j'ai besoin qu'on me traduise quelque chose de l'anglais au français et tout, et qui étaient prêts à payer pour ça. Donc, après, j'ai commencé à juste leur répondre, voilà, je peux vous faire ça. Et ils ont... Okay. Donc, concrètement, parce qu'aujourd'hui, nous, on parle du freelancing, mais c'est essentiellement nos premiers contrats, nous, on va les décrocher sur des plateformes de freelancing, certaines que tu connais. Pour toi, ce n'était pas sur des plateformes, mais plutôt dans des forums. Oui. C'est comme ça c'est venu? Oui. En ce moment, les plateformes n'étaient pas encore populaires. Elles étaient vraiment à leur début. Il y avait même pas encore de plateforme française. Je me rappelle que c'est quand même quelques années après c'est venu. Il y avait Freelancer, il y avait... Odesk qui est devenu... il n'y avait pas encore Odesk. Il n'y avait même pas Odesk. Oui, il y avait Upcoder. Non, Getcoder. Je pense que ça n'existe plus. Il y avait... Odesk a fusionné avec un autre qui était venu un peu après aussi. Mais c'était même pas encore là. En ce moment, il y avait des forums, PHPBB, des trucs comme ça, qui étaient vraiment l'endroit où les gens allaient pour... parce que Facebook, en 2006... C'était pas encore ça. C'était sur les forums. C'est vrai qu'il y avait MySpace et tout, mais même là, c'était pas encore assez répandu. Donc, c'était sur les forums que les gens passaient du temps. Donc, c'est sur les forums que j'ai commencé à trouver. Alors, j'aime bien cette partie. On va revenir un peu sur ton premier contrat que tu as décroché. Comment c'était passé d'abord dans ta tête, le fait d'arriver à décrocher un premier contrat et dire waouh, Internet peut me permettre de gagner ma vie. Mais je veux que tu reviennes un peu sur le parcours. Comment ça s'est passé pour que tu puisses exécuter cette tâche-là. Et entre-temps, par quels moyens les gens t'ont payé? Parce qu'en ce moment, puisqu'il n'y avait pas les plateformes, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser sur est-ce que si je finis de réaliser la tâche, la personne va me rembourser, etc. Comment ça s'est passé ton premier contrat et comment tu l'as exécuté? Comment tu es rentré en possession de tes fonds? En fait, ça fait quand même longtemps. Je ne me rappelle pas de tous les détails, mais je pense que je pourrais répondre aux questions. Donc, ce qui s'est passé, c'est que si je me rappelle bien, quelqu'un avait posté sur un forum et je lui ai répondu. Et on a parlé du prix. Je pense que ça devrait être dans les, je sais pas, autour de 100 €, 150 € peut-être. Il voulait qu'on lui rédige un test de vente. Donc, je lui ai dit que je pouvais le faire et tout. Et j'ai cherché comment ça se fait les tests de vente avant de lui écrire et tout. Donc, c'est un truc qui a duré une semaine peut-être de travail. Et en ce moment, je ne gagnais pas d'argent, je n'avais jamais gagné d'argent de ma vie. Donc, même s'il ne me payait pas, c'est pas grave. Au moins, tu l'as exécuté. Oui, au moins je l'ai fait. Je vais essayer peut-être un autre, il va me payer et tout. Mais même s'il me paye ceci, c'est quand même déjà beaucoup. Donc, la personne m'a demandé, OK, comment je te paye? J'ai regardé, il n'y avait que Western Union. En ce moment-là. Oui. Donc, il a envoyé l'argent par Western Union. Pour une petite anecdote, en ce moment, il y avait beaucoup de cybercriminalité. Donc, il arrivait des moments où tu es dans le cyber tout seul et il n'y a que des cybercriminels. Ils sont autour de toi. Et il n'était pas beaucoup traqué en ce moment. Oui, en ce moment. Donc, pour la petite histoire, j'étais à Porto. Donc, quand j'ai quitté Porto, j'ai appris après qu'ils pensaient que j'étais cybercriminel. Parce que moi aussi, j'allais à Western Union prendre mon argent. Quand ils regardaient mon écrit, ils ne comprenaient rien de ce que je faisais. Donc, pour eux, j'étais un boss et tout. C'était quand même marrant, cette histoire-là. Donc, voilà, c'était à Western Union. Il y avait une agence EcoBank à Porto-Novo. Donc, j'allais souvent récupérer tes sous là-bas. Et ça avait créé quoi comme, je ne sais pas, déclic de savoir que tout ce parcours que tu as fait, toute ta curiosité peut te permettre de commencer par profiter d'Internet. Ça avait créé quoi comme déclic pour aller davantage de l'avant? Enfin, il faut dire que tout ça s'est passé très vite. Donc, j'ai eu mon bac en 2005. Les vacances après, j'étais déjà en train de m'intéresser à Internet. J'ai commencé en 2006, début 2006, à l'université, à IRJIB Africa, à Cotonou. Et en début 2006, je savais déjà que je pouvais gagner de l'argent sur Internet. Et avant la fin de l'année, là,
Je gagne déjà plusieurs centaines de mille par mois. Par mois. En francs CFA. Oui. D'accord. En francs CFA. Okay. Ça ferait, j'étais peut-être autour des 300 €. Ok. À quel âge en ce moment-là? J'avais 18 ans Wow. en ce moment. Donc, voilà. Ce qui est arrivé en ce moment déjà, c'est que je gagnais plus d'argent que mon père, qui était censé me payer mes études. Enfin, me trouver la bourse, mais quand il a trouvé la bourse, les gens lui ont dit « Ok, vous allez nous remettre une certaine somme qui était quand même beaucoup comparé à son salaire. » Donc, je regarde « Ok, tu gagnes plus que ton père et c'est maintenant lui qui va te financer pour aller étudier à l'extérieur. » Donc, c'est vraiment le déclic que ça a généré chez moi. Et là, mon objectif est devenu comment je gagne assez d'argent moi-même pour aller étudier à l'extérieur, en fait. Ok, maintenant, parlant du parcours de freelancing, finalement, toi, tu n'as pas eu à travailler sur des plateformes de freelancing du tout pas? Ou bien tu as fini par le faire? Je l'ai fait à partir de... Enfin, je cherchais des boulots là-bas à partir de 2007-2008. Mais j'ai un peu intensifié, je pense, vers 2009-2010. Parce qu'ils ont commencé à donner d'autres options de paiement que Western Union, par exemple. Parce que, par exemple, il y a les cartes Payoneer, voilà. Donc, j'en ai même encore dans ma poche, c'est déjà expiré et tout. Mais, en fait, j'ai juste gardé dans mon... Il y a quand même un truc sentimental. Donc, il y avait ces cartes-là qui permettaient de... Enfin, on te paye là-bas et tu as juste la carte, tu vas dans Tu peux retirer dans un guichet automatique de la place. C'est pour ça que je suis allé vers cette plateforme. Et même des clients que j'avais en dehors de cette plateforme, je préfère. Tu leur as dit de migrer. C'était plus sécurisé également. Voilà, ok. Alors, en termes de chiffres, tout ton parcours au niveau du freelancing t'a permis de réaliser à peu près combien en dollars, par exemple? Ouais, je me rappelle qu'en 2012-2013, j'avais fait un peu plus de 150 000 $. Sur l'année? Non, bien sur une année. Sur une année? Oui. 150 000 $? Oui. Et il faut dire que je travaillais peut-être 3 à 4 mois dans l'année. Parce que, comme j'ai dit, j'aime beaucoup apprendre. Oui. Enfin, je disais tout à l'heure que mon objectif était de payer mes études. Mais après, je me rends compte que, OK, je peux gagner 5 000 $, 10 000 $, 15 000 en un mois. Enfin, ça a augmenté très rapidement. Un truc que j'ai jamais fait et que l'erreur que beaucoup de freelances font ici, que je vois, c'est qu'ils se disent « Ok, on est en Afrique, on va faire des prix très bas. » Je n'ai jamais fait ça. J'ai toujours fait les prix élevés qu'un Américain faisait. Ok, ça c'est un très bon conseil. Oui. Savoir se vendre. Voilà. Donc à un certain moment, je suis arrivé à 150 $ de l'heure. Donc je n'ai pas besoin d'avoir 1000 clients, quoi. Donc 150 $ de l'heure, 100 heures de temps, ça fait 15 000 $. Donc 100 heures de temps, ça fait même pas 3 semaines de travail, tu vois. Donc ça me permettait quand même de... Puisque mon objectif après, c'est devenu apprendre plein de trucs dans plein de domaines. Ça me permettait maintenant de gagner beaucoup d'argent qui faisait que je n'avais pas besoin de travailler tout le temps. Je pouvais, si on cumulait le temps que je travaillais, c'était peut-être 3 mois ou plus. Et réaliser autour de 150 000 $. Oui. Ceci me permet de te poser cette question. Tu as dit tout à l'heure que beaucoup de freelancing ne savent pas davantage se vendre. Mais qu'est-ce qui avait créé ce déclic, non, bon, pas forcément de déclic, mais qu'est-ce qui t'avait donné à toi ce mindset? Je sais que le fait de te cultiver te permettait d'avoir davantage de compétences pour être à la hauteur, mais mettre là-bas jusqu'à 150 $ de l'heure en étant au Bénin, qu'est-ce qui a suscité cela en toi? Il faut dire d'abord que sur les plateformes de freelancing, au début, il n'y avait pas beaucoup d'Africains. Donc je voyais quelques-uns. Enfin, je voyais de quel pays? Parfois, une fois en passant, un Camerounais ou un Nigérian, par exemple. Oui, peut-être Afrique du Sud aussi. Enfin, Afrique du Sud, il y en avait, mais je ne les considérais pas vraiment comme des Africains comme nous et tout. C'était aussi souvent des Blancs sud-africains. Et il y avait beaucoup d'Asiatiques, il y avait beaucoup d'Indiens. Les Indiens. Qui te faisaient du 5 $ à l'heure. Ils continuent à le faire jusqu'à présent. Oui, on les appelait les affamés. En fait, parce qu'ils étaient juste, on se demandait, ok, si je fais ce prix-là, je fais comment? Ça ne me permet même pas. Enfin, chez eux, la connexion Internet est moins chère qu'ici. Donc, ici, ça ne permettrait même pas de payer la connexion Internet. C'était juste pas possible de le faire. Donc, je me suis juste positionné comme, ok, je fais des prix élevés. Au début, c'était juste
j'augmentais mes prix. À un certain moment, j'étais débordé de travail. Parce que, bizarrement, on se dit qu'on est sur la Terre où il y a, je sais combien, près de 10 milliards d'habitants, ou je sais combien, mais il y a vraiment très peu de gens qui peuvent faire du travail de qualité. Donc, se retrouver parmi les 100 meilleurs dans un domaine spécifique dans le monde, c'est quand même, en fait, je dirais très facile, dans le sens où tu peux le faire. N'importe où dans le monde où tu es, tu peux le faire. C'est difficile parce que ça va te demander du temps. Tu dois vraiment apprendre. Mais tout le monde, dans le monde entier, s'il se met sur un domaine spécifique et se met à apprendre, il peut être parmi... Il peut développer ses compétences, faire partie des meilleurs. Et pour devenir l'un des meilleurs, il faut du temps pour apprendre. Et l'erreur qu'on fait en faisant un prix bas, c'est qu'on n'a pas du temps. Tu vends tout ton temps, tu n'as plus de temps pour apprendre. Mais avec un prix élevé, il te reste du temps. Donc, ce que je faisais, au début, je pense que j'avais commencé autour de 10 $, 15 $ de l'heure. Ben, en quelques temps, je suis débordé. Les nouveaux clients qui viennent, je les prends par exemple à 20 $, 25 $. Et les anciens, je leur dis après, OK, quand on finit les projets avec eux, maintenant je suis à 25 $. S'ils ne veulent pas, ils s'en vont. S'ils veulent, ils restent. Donc, progressivement, comme ça, je me suis retrouvé à 150 $. En fait, il y a des choses que j'ai fait qui m'ont rapporté plus de 1 000 $, 2 000 $ de l'heure, mais en général, c'était 150 par là-bas. Alors, Ulrich, arrivé à réaliser jusqu'à 150 000 $ par an en tant que freelancer, tout de suite, si on ne rêve pas grand, on se dit que c'est suffisant. Mais malgré que tu arrivais à gagner ta vie, aisément, je peux dire, parce qu'à l'époque, c'était déjà dans les années 2011, beaucoup ne connaissaient pas la chose. Tu étais peut-être le seul, je dirais, au Bénin, parce que c'est récemment, nous, on a commencé par partager cette opportunité avec des gens qui sont en Côte d'Ivoire. La dernière fois que j'étais en Côte d'Ivoire, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pratiquement personne de la Côte d'Ivoire qui était, par exemple, sur certaines plateformes de freelancing. Et en cette période-là, en 2010, arriver à réaliser 150 000 $ par an en tant que consultant indépendant, tout de suite, on a envie de continuer à faire que ça. Mais malgré tout ça, à un moment donné, tu as eu ce déclic-là de dire, mais oui, le freelancing me permet quand même de gagner bien ma vie, mais après tout, je troque mon temps contre de l'argent. Et Internet me donne plus de possibilités que ça. Et c'est ça qui t'a amené à commencer par concevoir tes produits. Et premièrement, comment on peut avoir un tel déclic? J'ai beaucoup prononcé ce mot aujourd'hui parce qu'il est question de ça. Comment on peut arriver à avoir ce déclic malgré qu'on gagnait autant? Et par la suite, tu peux nous parler rapidement des produits que tu avais créés dans le temps. Oui, je pense que le mot déclic, quand tu l'utilises, c'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça. C'est pas comme si, souvent, ce moment on me demandait quel est ton plan sur 3 ans et tout. Le genre de questions que les gens aiment demander aux entretiens d'embauche et tout. C'est souvent une question qu'on aime demander aux jeunes. C'est quoi tes plans? Mais j'avais pas vraiment de plan. Je dirais, à partir du moment où je me suis rendu compte que je pouvais gagner de l'argent sur Internet, c'était un déclic déjà. Et ensuite, il y a juste une série de déclics comme ça. Je pense que dans la vie, quand tu fonces, souvent, les gens ont l'habitude de se prélasser un peu dans leur confort et tout. Donc, quand tu cherches toujours à dépasser tes limites, c'est un peu comme quand tu atteins ta barrière, c'est comme un déclic. Parce que tu ne peux juste pas imaginer ce qu'il y a de l'autre côté de la barrière. Exactement. Donc, tu fonces, tu arrives à la barrière, à ta limite, ça s'ouvre et tu te rends compte que il y a de nouvelles possibilités et tout. Tu fonces encore et ça s'ouvre. Et moi, je fonçais très vite. Donc, ce qui faisait que c'était carrément chaque 6 mois environ que je découvrais une nouvelle barrière. De nouvelles opportunités. Et voilà, et je passais. C'était vraiment un peu... Lorsque je l'ai fait sur 1 an, je me suis rendu compte, 1 an, 2 ans, OK, cette façon de faire, c'est quand même très intéressant. Quand tu regardes, j'aimais souvent dire, quand je regarde 6 mois en arrière, c'est une personne différente que vous avez. Que ça soit en termes de centre d'intérêt professionnel, le genre de travaux que je fais avec les clients, etc. C'était carrément des choses différentes. Il faut dire que j'ai fait quand même pas mal de choses. J'ai commencé au fait dans le copywriting et tout. Ensuite, je suis allé vers la création de sites web, ensuite vers la création d'applications. Je me suis intéressé au design. Donc, j'ai quand même des compétences en T, on dit, donc un peu large dans tout ce qui concerne, je sais pas, créer des produits et les vendre sur Internet, et aussi très pointu dans certains de ces domaines. Donc,
c'était vraiment ce genre de déclic. Et je dirais, ce qui s'est passé, c'est 3 choses qui ont été un déclic pour moi et qui ont fait que j'ai arrêté de travailler comme consultant. 3 choses, ou je dirais 2 choses principales. La première, c'est que il y avait Stanford University, qui est la plus grande université d'informatique dans le monde. Okay. Enfin, c'est l'université de la Silicon Valley et tout. Donc, ils ont eu besoin de moi pour travailler sur un projet pilote de leur Graduate School of Business. Enfin, c'est leur école qui donne des MBA. Okay. Donc, pour leur cours de MBA, c'était en 2011 peut-être, par là-bas. Ce sont les premiers, au fait, qui ont lancé les MOOC, les cours en ligne de masse. Ouais, qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Donc, avant de lancer, je pense qu'ils les ont lancés en 2012 ou 2013. Avant de les lancer, ils faisaient des tests en interne avec leurs étudiants. Donc, ils m'ont appelé pour concevoir leur plateforme pour leur MBA, qui est quand même l'un de leurs programmes phares et tout. Et là, tu les as eus via une plateforme de freelance? Non, c'était, enfin, je dirais un ami, un client avec qui je travaillais, qui est designer et qui travaillait aussi avec eux. Donc, quand ils en ont eu besoin, il m'a recommandé. Et pendant la première année de notre contrat, eux, ils ont toujours pensé que j'étais aux États-Unis. Ils ne m'ont jamais demandé où tu es et tout. Jamais. Donc, on faisait des appels Skype et tout. Ils n'ont jamais demandé. Ils ne pouvaient juste pas imaginer qu'il y avait des gens en dehors du Bénin, des États-Unis qui faisaient ça. Qui avaient de pareilles skills. Voilà. Donc, pour eux, j'étais juste aux États-Unis. Donc, à la fin de l'année, ils ont dit, OK, ça s'est très bien passé et tout. Donc, il faut que tu viennes à Stanford, on te paye. Tu es dans quel état? On te paye ton billet. Je dis, non, je suis au Bénin. C'était juste là, ils étaient étonnés. Donc, ils ont regardé à l'ambassade, mais pour les visas, c'est compliqué. Enfin, pas l'ambassade, leur administration et tout. Pour les visas, c'est compliqué. Tu peux juste pas aller comme ça aux États-Unis, surtout en tant que jeune ici. Et aussi, en ce moment, on me payait, j'avais juste ma carte ici, je retirais. Donc, c'était pas genre une entreprise enregistrée, je n'étais pas employé, etc. Ça me fait penser à un truc où je devais aller en Norvège pour une conférence et aussi rencontrer des amis. Et je devais faire un visa. Et je connaissais personne qui soit allé dans une ambassade faire un visa. C'était aussi ma première fois. Je ne savais juste pas comment ça se passe. J'arrive là-bas. On me demande des papiers, j'ai vu sur le site web, j'ai fait les papiers, je leur ai présenté. Après, la personne se met à me poser des questions. Je ne m'attendais juste pas à ce qu'elle me pose. Elle dit, relevé bancaire. Oui, des trucs comme ça. Elle me demande, je lui ai fourni le relevé bancaire par exemple. Elle me demande combien tu gagnes. Et ce qu'il y avait sur le relevé bancaire, c'était juste un petit pourcentage. Alors, la plupart des sous étaient virtuels en ce moment. Oui, voilà, exactement. Je me suis jamais posé la question de calculer, OK, combien je gagne par mois, parce que je gagnais tellement que j'étais juste jeune, donc j'avais pas vraiment de charges et tout. Je dépensais juste comme je veux. Après, s'il reste de l'argent, tant mieux. Sinon, tu étais petit. Voilà. J'étais juste, enfin, très jeune au début de ma carrière, quoi. C'était juste ma dernière préoccupation, l'argent, même si j'en gagnais beaucoup. Et je dis, mais c'est sur le relevé et tout, je réfléchis, je dis 1 million. Enfin, j'ai juste dit 1 million, mais c'était juste beaucoup plus que ça. Et elle me regardait de façon incrédule et tout. Après, elle se met à crier sur moi et tout le reste. Elle ne pouvait pas y croire au Bénin. Oui, voilà. Pour elle, c'était juste peut-être un jeune qui essaie d'aller en Europe ou un truc comme ça. Donc, elle m'a dit, OK, il faut revenir tel jour pour voir les trucs de visa. Je suis juste plus reparti là-bas parce que j'étais juste dégoûté de tout le processus. Au fait. Donc, je pense qu'en ce moment, j'avais pour revenir mieux que c'était beaucoup plus informel. Voilà. Oui, voilà. Donc, je travaillais avec Stanford, comme je disais, et ils étaient très contents du travail. Donc, c'est là que je me suis rendu compte, OK, je suis quand même au Bénin, et, enfin, dans un pays de l'Afrique, qui a la plus grande université du monde, qui n'a juste trouvé personne pour le faire. Pas parce qu'il n'y a personne qui puisse le faire, mais parce que les talents manquent dans le monde entier. Exactement. Et aussi, dans la même période, il y a un client avec qui je travaillais, qui était au Royaume-Uni. Donc, c'est une petite entreprise au Royaume-Uni et tout, où je lui avais déjà fait des contrats. Et je pense qu'il y a un contrat que je lui avais fait à $8 000 environ. C'était une solution de marketing et tout. Et après, j'ai eu une idée qui était meilleure que ce qu'ils avaient fait. Eux-mêmes avaient. Voilà.
Donc, j'ai conçu ça rapidement, je les ai contactés. J'ai conçu ça peut-être en, je sais pas, 2 heures par jour pendant 2 semaines comme ça. Et je leur ai proposé ça. Ils ont dit, waouh, c'est super et tout. Tu nous fais ça à combien? Et je me suis dit, waouh, ça c'est quand même 10 fois mieux que même. Que ce qu'ils offrent. Donc, je me suis dit, s'ils me payent le double. En ce moment, j'étais juste pas business. J'étais juste, je faisais le travail. J'étais plus du genre technique. Par amour, par passion. Voilà. S'ils me payent le double, c'est quand même beaucoup le double pour. Ça devait faire dans les 8 millions ou je sais pas quoi, ou plus ici. S'ils me payent le double, ce serait bien. Et comme bon béninois, j'ai dit le triple. Parce que je suis habitué à faire négocier les prix ici. Et ils ont dit OK, sans négocier. Wow. Donc ça devait faire 14 millions en ce moment. Donc je l'ai juste. Un travail de 2 semaines. Oui, 2 semaines, 2 heures par jour. Donc vous faites un travail de 2 ou 3 jours. Plus, donc ils m'ont juste payé ça. C'est là que je me suis rendu compte, waouh, les gens sont prêts à sortir de l'argent pour la valeur. Justement, pour la valeur, au lieu que ça soit pour le temps que... Ok, voilà. Cet aspect m'intéresse beaucoup plus. Les gens sont prêts à sortir de l'argent pour de la valeur, pas pour le temps. C'est comme l'autre le dit, on ne vous paie pas pour le temps que vous passez, mais on vous paie, que ce soit dans une entreprise où vous soyez consultant indépendant, ou même vous êtes vous-même chef d'entreprise, on vous paie pour la valeur que vous apportez, au lieu que ce soit pour le temps que vous troquez contre de l'argent. Okay. Exactement. Donc c'est parce qu'en ce moment j'augmentais, je pense que je devais peut-être à $100 de l'heure et tout. Dans ma tête c'était tu augmentes à combien tu vends ton temps. Mais après je me suis rendu compte que ça n'a juste rien à voir. La valeur que tu apportes et le temps que tu peux juste faire 30 secondes et prendre des centaines de millions ou en fait, travailler dur et prendre pas beaucoup parce que tu n'apportes pas de la valeur. Et il y a eu un second déclic toujours avec cette même entreprise où 6 mois plus tard, ils m'ont contacté. Et c'est là que je me suis rendu compte vraiment de l'aspect valeur et tout, où ils ont dit qu'il y avait un bug dans le système que je leur avais conçu. Et voilà, donc je suis allé dans le système pour corriger. C'était juste un petit bug rapidement. Mais j'ai vu qu'il y avait plus de 5000 personnes qui utilisaient déjà le système 6 mois plus tard. J'étais waouh, ça fait quand même beaucoup de gens. Je suis allé voir leur site web pour voir comment est-ce qu'ils vendent ça. Et ils le vendaient à $1000 par personne. Par personne. Donc ça faisait 5 millions. Et c'était récurrent? Oui, c'était par an. Par an, oui. Voilà. Donc 5 millions, ça va être 3 milliards ici. Donc, pour un truc qu'ils ont acheté à 14 millions, même si ils ont investi beaucoup en marketing, en fait, au moins ils se font peut-être 1 milliard ou plus, peut-être même 2 milliards de bénéfices, quoi. Donc, j'étais juste waouh. En fait, c'est mieux que je vende directement. Voilà. Je peux le faire, le commercialiser moi-même. Exactement. C'est mieux que je vende directement aux clients finaux au lieu de vendre mon temps. Parce que de toute façon, j'étais arrivé à la limite de ce que je pouvais demander aux gens pour mon temps. Et c'est là qu'est venue l'idée de Flyer Co, c'est ça? Pas directement. Il y a quelques idées qui sont venues. Je ne me rappelle pas trop. Par exemple, la dernière fois, je regardais dans mes mails, on m'a dit, OK, il y a ton nom de domaine, Pushly, qui est expiré, si tu veux pas. J'étais juste, OK, c'est quoi ça? Je ne sais plus pourquoi. Donc, j'avais essayé quelques trucs. Donc, c'est en 2014 que j'ai commencé Flyer Co, qui est une solution de marketing pour les agents immobiliers. Donc, c'était très utilisé par les agents immobiliers aux États-Unis surtout. J'ai vu un peu l'élément, ils pouvaient aller eux-mêmes, mettre quelques photos et sortir. C'est toujours en ligne de toute façon, oui, flyerco.com. Donc, on met les informations de la maison, dimension, nombre de chambres, des trucs comme ça. Et on a un flyer qu'on peut imprimer. C'était vraiment le premier outil qui offrait une solution imprimable. Parce que si vous savez bien, dans le navigateur, la résolution n'est pas très bonne. Tout à fait. Voilà, ce n'est pas la même qualité à l'écran que ce qu'on imprime. Donc, le challenge, c'était permettre aux gens. Même, il y a par exemple l'outil Canva qui permet de faire les images. Si tu le fais avec Canva et tu veux l'imprimer après, ce n'est pas de bonne résolution comme avec Photoshop. Mais cet outil permettrait de faire les choses. Voilà, donc c'était vraiment l'innovation que ça apportait. Et les agents immobiliers utilisaient ça pour faire leurs flyers. Et aussi, ça leur permettait de faire leur mini-site. Donc, quelqu'un qui a une maison à vendre, rapidement, il a le flyer, il a le mini-site. Il fait la promotion en ligne. Il peut envoyer du trafic. Voilà. Fait aussi la promotion et les flyers de façon physique. Et en termes de chiffres, en cette année-là,
Combien vous avez réalisé combien en une année avant de vendre cette entreprise après? Donc, ça s'est passé, enfin, comme je disais, les expériences avant, il n'y avait pas trop de succès. Peut-être un ou deux clients qui payent une somme modique et tout. Mais celui-là, on a commencé à travailler dessus en avril, on a lancé vers septembre-octobre, je pense. On était deux, en fait. Et en janvier, jusqu'en janvier, il n'y avait presque pas de clients. Je me rappelle qu'en janvier, on devait être peut-être à $50 par mois de revenus et tout. Et bizarrement, en améliorant le produit, et pour améliorer le produit, un truc qui était contre-intuitif pour moi, qui était genre vraiment dans le technique, c'était que améliorer le produit signifiait supprimer les fonctionnalités. Donc, en fait, on avait fait un produit qui était vraiment, avait des fonctionnalités assez puissantes. Mais après, les gens venaient, quand ils observaient utiliser le produit, ils n'utilisaient pas telle ou telle fonctionnalité, donc on supprimait, ou telle façon de faire les choses. Ça donnait beaucoup d'options, mais c'était trop compliqué pour eux. Donc, on enlevait toutes les options. Donc, après, on est revenu à un produit plus simple. Voilà. Et en ce moment, les ventes ont commencé à doubler chaque mois jusqu'à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, on était à environ 80 millions, un peu plus de 80 millions de francs CFA de chiffre d'affaires. Moi j'aime tirer des leçons à chaque fois qu'on avance là. Vous allez constater que le produit a été d'abord conçu avec un premier prototype, mais on ne s'est pas arrêté là parce qu'aujourd'hui, il y a des outils sur Internet qui vous permettent de mesurer l'expérience client. C'est ça, c'est à base de ça que vous venez améliorer ce que vous avez déjà conçu pour l'adapter aux besoins réels de la clientèle. Et ça vous a permis de faire cette petite modification et puf, les ventes ont grimpé. Donc je voudrais attirer l'attention de nos internautes sur cet aspect-là. C'est vraiment très important parce qu'on avait mis en place un système de statistiques où on voyait, OK, quand quelqu'un s'inscrit, le final c'est qu'il paye. Mais avant de payer, il doit faire un flyer. Donc d'abord, il vient sur la page, ensuite il doit s'inscrire. Ensuite, quand il s'inscrit, il doit commencer à modifier son flyer. Quand il modifie, il doit réussir à enregistrer et tout. Quand il finit, il doit imprimer. Non, il doit payer et ensuite il doit télécharger pour imprimer. Et on avait vraiment, d'une étape à l'autre, OK, il y a seulement, par exemple, 80% des gens qui passent à l'étape suivante, etc. Et ce qu'on faisait, c'était voir, par exemple, si à une étape, il y a 100%, ensuite, il y a juste 10% qui passent, c'est qu'il y a un problème. On fait tout pour augmenter le pourcentage qui passe à l'étape suivante. Et donc, c'est comme ça, on a juste optimisé tout le processus et c'était juste automatique. Et ce qui était aussi intéressant, c'est qu'on avait pu bien positionner. Par exemple, quand vous tapez flyer template ou flyer, free flyer, c'est-à-dire sur les moteurs de recherche au niveau du SEO. On était parmi les premiers. Donc les gens tapaient beaucoup et tout était juste. Ils viennent sur le site et de façon automatique, ils vont jusqu'au... En ce moment, il n'y avait pas le trafic venant des médias sociaux, la publicité Facebook n'avait pas tellement n'avait pas tellement d'ampleur en ce moment-là. Il y avait ça, mais beaucoup plus aux États-Unis. Mais malgré tout ça, malgré que l'argent rentrait à flot, si je peux m'exprimer en ces termes, tu as décidé après de le vendre. Oui, pourquoi? Enfin, j'avais pas beaucoup d'expérience déjà de la vente en ce moment. Point de vue, j'avais beaucoup d'expérience, oui, voilà. J'avais pas d'expérience du point de vue gestion d'entreprise. J'avais plus d'expérience du point de vue technique, donc expérience utilisateur, comment faire que les gens adoptent le produit. Mais maintenant, en termes de business, je connaissais pas grand-chose. Enfin, c'est vrai que je gagnais quand même assez d'argent quand on compare aux normes béninoises et tout, mais c'est juste une personne. Donc, mettre en place une équipe, ensuite trouver de nouveaux canaux d'acquisition de clients, comment on dit, upsell les clients, essayer d'aller vers une autre cible et tout. C'était juste des choses que je ne connaissais pas. Donc, vers la fin de l'année, je pense qu'on a quand même un peu saturé le marché parce qu'on avait plus de 10 000 agents immobiliers qui étaient inscrits à la plateforme. Donc, je pense qu'aux États-Unis, au Canada, ça fait environ 2 millions d'agents immobiliers. Donc, ça faisait quand même un gros pourcentage. Déjà, un très bon pourcentage pour le taux de conversion. Oui, donc on a saturé ce canal d'acquisition et ce qu'il fallait faire maintenant que j'ai de l'expérience, c'est trouver d'autres canaux d'acquisition. Mais nous, on était juste pas capables et ça me permet, la plupart des startups dans le domaine, je crois que c'est égal, ça fait partie quand même
du processus entrepreneurial à partir du moment où tu as conçu la chose et que ton objectif final, même si derrière tu y gagnes de l'argent, mais c'est d'apporter de la valeur ajoutée aux gens et le vendre un peu comme Facebook a acheté Instagram, WhatsApp et autres. Le vendre, c'est de donner la possibilité aux entreprises ou aux entrepreneurs qui ont cette capacité davantage de toucher plus du monde et de rendre cette valeur finale là, parce que c'est ça la finalité. Je trouve ça également très important. Je voudrais attirer cette attention, bien l'attention de nos internautes là-dessus. Alors, Ulrich a beaucoup à nous raconter et tout au long du temps qu'on a déjà passé, j'espère que vous avez pas mal appris. Avant qu'on ne vienne à cet entretien tout à l'heure, lui et moi on échangeait et la première question qu'il m'a posée, et voilà pourquoi je vous recommande souvent d'aller à la rencontre des gens que vous rencontrez. Il m'a demandé, il veut davantage en savoir sur tout ce que nous on offre comme service, mais à la fin il m'a dit, est-ce que vous ne développez pas, est-ce que vous n'avez pas cette envie de développer d'autres solutions en dehors de ce que vous apportez déjà, et c'est-à-dire quoi, plus vous associez à des gens qui ont un niveau élevé par rapport à vous dans le domaine dans lequel vous êtes, mieux vous avez cette possibilité-là de voler à la même altitude que quand on prend les aigles. Les aigles, il y a un niveau où ils viennent et quand ils regardent tout autour d'eux, on ne peut que voir que des aigles. Donc, allez à la rencontre des gens qui ont déjà fait ce que vous avez déjà fait. Et c'est dans cet ordre-là que s'inscrit cet entretien. Alors, Ulrich, on va revenir maintenant. C'est vrai, après, vous avez développé pas mal d'autres services. Je crois qu'on a parlé de TechCell au niveau de l'introduction, qui était un incubateur. On peut y revenir rapidement. Mais actuellement, quels sont les services et produits que vous développez et quelles solutions ces services et produits apportent aux gens, surtout dans le domaine du marketing digital? Ok. Donc, enfin, comme je disais au début, actuellement, je suis plus concentré sur Botemp, qui est une solution de marque. Oui. Il y a le mot bot. Oui. Bot, enfin, comme robot, et voilà. Comme amplification. Oui. Donc, Botemp. C'est une solution de marketing pour les petites entreprises. Donc, ce que j'ai remarqué, en fait, c'est juste le cas. C'est vraiment compliqué de faire du marketing digital aujourd'hui. Ce que les gens font, ils font juste un aspect de la chose. Donc, vous allez voir quelqu'un qui a une page Facebook, qui poste beaucoup, qui a une communauté, mais qui ne gagne pas vraiment, qui n'arrive pas à monétiser voilà, au maximum. C'est vrai qu'elle fait, la personne fait des ventes et tout, mais elle pourrait faire vraiment beaucoup plus avec la taille de la communauté qu'elle a. J'ai vu des gens, par exemple, avec une page Facebook de 100 abonnés, qui gagnent beaucoup plus que des gens avec une page de 10 000 abonnés, en fait. Ce n'est pas en termes de nombre d'abonnés, on attire votre attention là-dessus. Oui. Donc, à part ça, il y a d'autres qui font, par exemple, leur site web et c'est juste un site web. Une personne passe une fois en passant là, voir le site web, on fait quelques visiteurs de temps en temps, mais ils n'ont presque pas de visiteurs, ils ne vendent pas vraiment avec ça. Donc, le truc, c'est que pour bien faire le marketing, il faut vraiment une solution multicanal qui, par exemple, tu as ta page Facebook, c'est animé et tout. Ensuite, tu diriges les gens vers ton site web, ils s'inscrivent, ils s'abonnent, ils reçoivent une newsletter régulière et tout, avec des choses pour les pousser vers tes offres, ainsi de suite. Donc, il y a vraiment tout un parcours utilisateur à mettre en place et ça se fait en utilisant divers outils. Donc, tu fais par exemple ton site web avec WordPress. Ensuite, tu utilises un outil d'email marketing comme Mailchimp que tu dois intégrer avec WordPress. Et tout. Donc, c'est vraiment un peu compliqué. Et souvent, les gens disent, OK, j'ai un webmaster qui est un développeur, qui n'est juste pas un vendeur. Non, c'est quelqu'un qui... La plupart des développeurs dans nos milieux conçoivent juste des sites, ils n'ont pas les techniques du point de vue marketing qui accompagnent ça. Donc, c'est un peu comme si tu veux faire ta boutique et tu dis au maçon, OK, fais-moi ma boutique, tu vas dormir. Quand il finit, tu vas t'installer dans la boutique et tu espères vendre. Donc, ce n'est pas lui qui va se charger du positionnement des trucs, de la couleur, de l'ambiance que tu veux donner à ta boutique pour que ça vende de façon efficace. Et une boutique, c'est encore beaucoup plus simple qu'un site web, par exemple. Donc, c'est comme demander à un maçon, construis-moi toute ma boutique ou tous mes bureaux et tout. Ce n'est pas un architecte, par exemple. Donc, même avec un architecte, tu travailles avec un architecte, tout ce qu'il fait derrière,
genre, même l'architecte fait qu'une partie du travail. Donc, il faut vraiment quand même plein de compétences qui s'agencent pour faire quelque chose. Donc, c'est la même chose pour le site web. Les gens se disent, je prends quelqu'un qui a étudié l'informatique et tout, qui sait faire des sites web. Il va me faire un site web et je vais vendre. Ça ne va jamais marcher. Il y aura juste un truc là avec des tests. Ouais. Ça peut être joli hein, si la personne a du goût, mais ça va juste pas... Ça ne va pas donner de résultats. Alors que ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est d'amener du trafic, c'est de le monétiser. Donc, c'est pour ça qu'on a créé Botemps qui permet d'avoir une solution tout en un qui donne au moins ces bases-là aux gens où, OK, à un seul endroit, ils ont tout ce qu'il leur faut pour pouvoir vendre sur Internet. Et c'est surtout pour les petites entreprises. Donc, ça peut être par exemple des consultants en finance, en nutrition, des médecins, des gens dans le domaine informatique, des gens qui vendent des produits physiques, e-commerce. Okay. Et votre audience est mondiale ou bien c'est beaucoup plus pour la sous-région? On s'est plus concentré sur le monde francophone. Le monde francophone, oui. Le monde francophone, c'est-à-dire le monde entier, c'est ça? Oui. Ok, d'accord. Alors, peux-tu nous dire le nombre de clients que vous avez aujourd'hui avec Botemps et à peu près quel est le volume de vente? Ça peut être journalier, mensuel ou annuel en termes de chiffre d'affaires. Il faut dire que Botemps est encore très jeune. Donc, on a commencé, j'ai lancé ça il y a un peu plus de 4 mois. Ok, 4 mois seulement? Oui. Au fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais lancé un produit qui s'appelait Botemps en 2016. Okay, justement. Et c'était quand même assez technique et compliqué pour le marché. Et enfin, là, récemment, j'ai juste eu l'idée et j'ai voulu mettre en ligne. Il y avait le nom de domaine Botemps là, j'ai juste réutilisé ça. Donc, c'est un produit différent de... Mais le premier produit, je crois, si je me rappelle bien, c'était un outil de marketing au niveau de Messenger. Oui. C'était beaucoup plus utilisé pour Messenger. Ok, d'accord. Et alors, 4 mois déjà à peu près, combien de clients vous avez déjà? On a une vingtaine de clients payants. On a plus de 300 utilisateurs gratuits qui ont utilisé Botemps pour créer leur site. Ça c'est un processus de marketing du gratuit pour par la suite convertir des gens. Voilà. Ce qui arrive au fait, on a vraiment plus de 2000 personnes qui se sont inscrites sur la plateforme. Et, tout le monde n'est pas allé au bout du processus pour avoir leur site web. Voilà. Donc il y a juste plus de 300, peut-être 400 même, qui l'utilisent vraiment et une vingtaine qui payent. En fait. Ok, d'accord. Alors, Ulrich, cet entretien tend progressivement vers la fin et je crois qu'on a plus ou moins fait le tour. Toi, tu as commencé sur le net depuis les années 2006. Je ne pouvais pas imaginer que Internet peut permettre aux gens de profiter. Oui, Internet pouvait permettre aux gens de gagner aisément leur vie. Nous, on courait en ce moment-là pour commencer la faculté, si je me rappelle bien. On allait juste au cyber pour toucher l'ordinateur. Et tout ce parcours, 2006 à 2020, ça fait plus de 25 ans d'expérience. Ça fait plus de 15 ans plutôt, voilà, excusez-moi. Plus de 15 ans d'expérience en la matière. Aujourd'hui, si tu as un conseil en l'endroit de tous ceux qui nous suivent, surtout des jeunes, et qui ont envie de commencer par profiter du temps qu'ils passent sur Internet en tant que consultants indépendants, ou du moins, ils ont une idée, ils veulent se lancer. Pour toi, le succès sur Internet, comment tu peux résumer ça? Quelles sont les clés qui concourent à ce qu'on apporte de la valeur aux gens et en même temps devenir libre, parce que c'est le rôle d'Internet? Je vais dire déjà que ce qui permet de réussir n'a pas vraiment à voir directement avec Internet. C'est des choses qui permettent de réussir dans la vie, simplement. De façon générale. Oui, mais avant de les dire, je vais dire que Internet, c'est vraiment une grosse opportunité pour un jeune Africain. En fait, on a accès au monde entier. Pas seulement pour vendre, mais en termes de connaissances. On peut aller sur Internet et apprendre tout ce qu'on veut aujourd'hui. Bon, bien entendu, on ne va pas apprendre la chirurgie et se mettre à découper les gens et tout. Mais au moins, la plupart des choses dont les personnes ont besoin ou les entreprises ont besoin, on peut les apprendre sur Internet. Et aussi, moi j'ai commencé en 2006. La connexion Internet, c'était... Quand j'avais du 256 kilobits par seconde, c'était déjà extraordinaire et tout. Donc aujourd'hui, les gens, je vois plein de gens qui se plaignent, la connexion est lente, on ne peut pas travailler, mais c'est juste pas ça. Si ils devaient travailler dans les anciennes conditions et tout.
Et aussi un truc qui est intéressant, c'est que la pénétration Internet aujourd'hui, c'est pas encore 100%, mais c'est quand même très élevé. Par rapport à hier. Oui. Je pense que le taux d'alphabétisation ou de pauvreté au Bénin, c'est dans les 40%, taux de pauvreté. Donc, il y a juste 60% de la population qui ont vraiment les moyens d'acheter des produits. Des connexions Internet, ok. Non, même juste des produits quand vous vendez des choses. Donc, on ne va pas vendre. Enfin, les plus pauvres n'ont souvent pas cette capacité d'achat. Et quand on regarde les derniers chiffres de pénétration d'Internet au Bénin, par exemple, c'est 54% ou 55%. C'est-à-dire que toute personne, ou pratiquement toute personne qui aujourd'hui a un pouvoir d'achat est sur Internet, en fait. Peut-être que les gens n'utilisent pas encore Internet comme ils devraient l'utiliser, mais ils sont déjà là. Et si vous avez des choses à leur offrir, ils vont l'utiliser. Par exemple, récemment, avec le truc de Covid et tout, il y a ma mère qui n'utilisait pas Internet parce que ça ne lui servait à rien, mais elle avait son téléphone, elle avait installé, on lui avait installé WhatsApp et tout, mais elle n'a jamais utilisé. Ça ne lui servait juste pas. Et pendant la période de cordon sanitaire, elle a une boutique à Comé qui était en dehors du cordon. Donc elle pouvait pas se déplacer. Je lui ai montré qu'elle pouvait faire des vidéos avec WhatsApp. Wow. Donc aujourd'hui, elle utilise juste WhatsApp pour les appels vidéo. Donc tout le temps, elle appelle, elle lance la vidéo directement. Donc on voit en même temps une personne qui n'utilisait pas Internet, qui a commencé à utiliser Internet parce que ça lui apporte quelque chose. Et des gens vont dire, OK, les gens n'utilisent pas Internet, mais ils ont quand même accès à Internet. Si le client potentiel se dit, j'utilise le service que vous apportez va m'apporter de la valeur, mais il me faut utiliser Internet. Il va le faire, au fait, même s'il n'a pas l'habitude de le faire. Donc, c'est vraiment aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à un point d'inflexion où ça a beaucoup de choses à apporter aux gens. Et s'ils vont chercher, ils vont juste pouvoir bénéficier de... En fait, on ne demande pas à des gens qui vont, par exemple, se lancer en freelance et tout, de se mettre à gagner 10 millions le mois et tout. Non, même si tu gagnes, oui, même si tu gagnes 300 000 le mois, c'est déjà mieux payé que la plupart des boulots que les gens peuvent, enfin, pour lesquels on peut te payer ici au Bénin. Donc du coup, c'est le moment. C'est le moment et davantage de personnes auront besoin d'Internet. Et comme le principe le dit, aller chercher le client, le potentiel client plutôt là où il se trouve. Donc pour revenir aux clés, oui. Je dirais que la première chose, c'est de se rendre compte qu'il n'y a vraiment pas de barrière et tout. Il n'y a pas de barrière. Il suffit juste de pouvoir imaginer ce qu'on a envie de faire et le faire, au fait. Je pense que c'est ça la chose la plus difficile parce que quand je vois la plupart des gens, ils subissent les conditions de leur environnement. Donc, ils se disent, OK, je ne suis pas dans un environnement où les choses enfin, les choses me permettent d'aller de l'avant. Il y a des gens qui me critiquent, il y a des gens qui ne m'encouragent pas. Il y a des gens qui essaient de me décourager. Quand j'ai une idée, on me dit non, c'est pas bon. Ou bien des gens ne me poussent pas, etc. Tu peux choisir les gens dont tu t'entoures. S'il y a tous ceux qui t'entourent, ceux qui sont, enfin, cet environnement ne te convient pas, il y a des gens qui pensent comme toi et qui ont envie d'avancer. Et loin juste ces personnes, ils remplacent les parts. Change ton environnement, au fait. Donc, souvent, je vois, OK, l'environnement béninois n'est pas truc. Moi, par exemple, je me suis juste entouré de l'environnement que, malgré que je sois au Bénin, de l'environnement qui me permet d'avancer, au fait. Donc, c'est vraiment nous qui pouvons choisir. On est vraiment maître de notre destin et on peut choisir d'avoir cet environnement qui nous permet d'avancer. On n'est pas obligé de subir tout ce que la vie nous envoie. Donc, c'est vraiment la première chose que je peux dire. La deuxième chose, c'est que si on veut gagner de l'argent, il ne s'agit pas de gagner de l'argent d'abord. Il s'agit d'aider les gens, d'apporter de la valeur aux gens, voir, OK, quel problème il y a dans la société, quel problème des gens rencontrent qu'il faudrait résoudre pour eux, pour ces personnes. Une erreur que beaucoup de personnes font, au fait, ils rencontrent un problème dans la société, ils se disent, ouais, j'ai rencontré ce problème, mais je veux créer une solution pour ça. Ils sont vraiment accrochés à la solution, mais il n'y a personne d'autre qui voit cette valeur. Même si les gens rencontrent le problème. Je rencontre par exemple un problème, je me dis, OK, les rues sont trop sales et tout, donc je vais créer un business qui va me permettre de gagner de l'argent. Mais si les gens qui vivent dans le coin, ça ne les dérange pas du tout
les ruisseaux sales, c'est vrai que ton truc est noble et tout. Il faut aller vérifier le niveau de douleur, c'est ça? Voilà, donc ça ne les dérange juste pas. Ils ne vont pas acheter. C'est pour ça, souvent, des gens viennent avec des produits et tout. Ils veulent imposer ça aux consommateurs. Ils se disent après, ouais, les Béninois ne sont pas prêts pour mon produit, etc. C'est juste que ces gens, on est quand même dans des pays où des gens ont beaucoup de problèmes dans leur vie. Et ce n'est pas parce que toi, tu estimes que ton problème qui va te permettre de gagner de l'argent à toi est très important que les gens vont laisser tous leurs problèmes pour investir dans le problème que toi, tu résous. C'est quand même très égoïste d'espérer que des personnes laissent tous les problèmes qu'ils ont dans leur vie pour te payer toi parce que tu estimes que tu es le messie qui leur apporte la meilleure solution et tout. Donc, le plus important, c'est de voir la valeur, pas que tu crées juste dans le vide, mais que tu apportes à des personnes et pour laquelle ces personnes-là sont prêtes à payer pour que leur vie soit meilleure, pour qu'ils gagnent plus d'argent, pour qu'ils aient plus de temps, pour qu'ils soient plus épanouis dans leur cadre de vie ou je ne sais quelle autre raison. Donc, je dirais que c'est... Et par la suite, Internet vient comme un canal pour te permettre d'atteindre cela. Oui, voilà. Donc, aujourd'hui, la personne peut être à Parakou, il peut être à Douala, il peut être à New York et tout, et rencontrer des problèmes. Et avec Internet, tu peux juste lui apporter cette solution. Au lieu que ça soit comme avant, où c'est juste dans ton village que tu peux toucher des gens, au fait. Et je dirais que la troisième chose, c'est la persévérance. La persévérance. Je pense que c'est, une fois que tu as les deux autres, c'est l'élément le plus important. Parce qu'il faut être prêt. Il y a beaucoup de gens que je vois, OK, comment je gagne rapidement de l'argent en 3 mois, en 6 mois et tout. Il faut être prêt quand tu t'attaques à un domaine donné. Tu ne connais pas le domaine. La plupart d'entre nous, on a fait de longues études. Ouais. On a fait carrément 12 ans à l'école. Ensuite, à l'université, on fait souvent 3 ans ou 5 ans. Parfois, même certains font jusqu'à 7 ans ou 8 ans. Et tout. C'est quand même très long. Et maintenant, tu finis tout ça, tu ne trouves pas de boulot. Ou tu trouves un boulot qui n'est pas bien payé et tout, et tu te dis, OK, maintenant je cherche quelque chose pour gagner de l'argent. Et tu espères qu'en 3 mois ou en 6 mois, ça change. Sois prêt quand même à investir 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus. Au fait, on devrait même s'attendre à ce que tu investisses. Après avoir investi 20 ans dans l'école, que tu investisses aussi 20 ans pour pouvoir gagner de l'argent. Mais les gens ne sont juste pas prêts à faire ça. Mais enfin, rassurez-vous, il ne faut pas 20 ans quand même pour gagner de l'argent. Juste un peu de consistance. Voilà, donc, se lever tous les matins et faire le travail qu'il y a à faire pour avancer, au fait, pendant 2 ans, 3 ans. C'est comme ce matin, j'avais du mal à me lever. Je devais me réveiller à 4 heures parce que hier, j'ai eu un nouveau contrat. Et généralement, comment ça se passe, nous, au niveau de notre agence, avant de confier ça à un collaborateur, je dois le maîtriser d'abord moi-même, jusqu'à gagner la confiance du client d'abord. Donc, ce client me mettait la pression. Il y avait cet entretien qu'on doit faire ce matin. Et je m'étais réveillé à 4 heures pour commencer son travail. Mais je n'avais pas envie de me réveiller à 4 heures. Donc, il faut vraiment arriver à se surpasser. Et comme tu l'as dit, je crois que la plupart de ceux qui sont passés à cet entretien reviennent toujours sur ce mot, la persévérance. Et sans la persévérance, on ne peut rien obtenir et qui va durer. Tout à l'heure, avant l'entretien, on parlait du modèle de business qui est le dropshipping, où on disait que c'est un modèle qui ne dure pas. Et je te disais que oui, c'est un modèle dans lequel je veux me lancer, mais dans le même temps, parce que ce n'est pas durable, j'ai des réticences. Et si vous voulez obtenir des résultats qui sont sur le long terme, il faut être prêt, non seulement à payer le prix, comme tu l'as dit, mais aussi à persévérer jusqu'à ce que vous commencez par apporter de la valeur ajoutée aux gens. Alors, un dernier élément, ou bien avant-dernier élément, ça va à l'endroit des entrepreneurs qui nous suivent. Avant même de commencer par parler d'Internet, beaucoup ont un super produit. Et ce produit peut apporter de la valeur. Des gens ont besoin de ce produit. Ils mettent leur énergie dans ce produit, ils mettent leur argent dans ce produit, mais ils ne sont pas prêts à mettre de l'argent de côté pour donner de la visibilité au produit. Quel message tu as à l'endroit, surtout des entreprises qui jusqu'à présent peinent à commencer par investir dans leur visibilité lorsqu'il est question d'Internet? En fait, je pense que beaucoup n'ont juste pas compris beaucoup de choses par rapport à ça. Internet, c'est comme un monde virtuel.
Donc aujourd'hui, par exemple, j'ai un produit et tout, et je veux ouvrir une boutique ou des bureaux pour commercialiser mon produit ou service. Je vais quand même investir des millions. Ouais. Je vais investir des ce que les gens millions. font. Je vais meubler l'endroit pour que les clients soient à l'aise. Je vais acheter du stock. Enfin, c'est quand même, je vais prendre des employés et tout. Et ça, c'est dans le monde physique. Alors, on va dans le monde virtuel et la personne espère investir 100 000 francs sur son site web pour commencer à vendre. C'est juste pas possible. Il y en a qui vous appellent pour demander de gérer leur page de médias sociaux, ils veulent vous payer 10 000 francs le mois. Ouais. Alors que ce canal-là, la boutique ou ton bureau et tout, te permet juste de toucher les gens qui sont dans l'environnement. Et tu peux avoir ta boutique ouverte. Le plus souvent, il n'y aura pas 100 personnes en même temps qui vont venir chaque jour. Alors que sur Internet, tu peux avoir 10 000 personnes. Ouais, Internet te donne cette possibilité. Voilà. Et encore à un coût moins élevé que le coût pour les 100 personnes. Mais malgré que le coût soit moins élevé, les gens ne sont juste pas prêts à payer pour ça. Je dirais que c'est la plus grande erreur que beaucoup font. Il faut savoir que vendre sur Internet, comme vendre dans une boutique, c'est compliqué. C'est compliqué. Une boutique, c'est même plus simple parce que c'est juste un client vient, tu le convaincs et tout. Mais l'autre, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire passer le message avec toutes les distractions que les gens ont. Ils vont sur Facebook, c'est pour voir des vidéos, ils vont sur YouTube. Il y a quand même plein de distractions. Ils n'ont juste pas envie de faire sortir leur argent de la poche, mais toi, tu veux les emmener à le faire, au fait. Tu veux capter leur attention, les détourner de là où ils allaient. C'est beaucoup plus compliqué que celui qui entre dans ta boutique ou qui est à la recherche de ton produit dans la ville et qui, on lui dit, OK, va dans cette boutique et il vient. Lui, il a déjà toute ton attention. Donc, pour capter l'attention, c'est vraiment compliqué et ça demande quand même tout un processus à mettre en place qui demande quand même un certain investissement. Et enfin, d'ailleurs, quand je vois ce que vous faites à Exploit Motivation, je trouve ça super parce que c'est vraiment ça que vous fournissez. Exactement. Aux entreprises, voilà, cette possibilité de leur permettre d'avoir une stratégie web marketing s'ils n'en avaient pas et par la suite, comment ils peuvent utiliser des canaux comme des médias sociaux, les publicités Google. Je dis que la plupart des entreprises ne savent pas que l'un des éléments, le premier élément qu'il faut même avoir quand on est entreprise, même si tu ne veux pas avoir un site internet, c'est par exemple le mini-site de Google My Business qui permet quand même d'être localisé géographiquement. Nous accompagnons tous ceux qui ont envie de commencer par donner de la visibilité à leur business dans ce sens. Alors Ulrich, nous sommes à la fin de cet entretien. Si tu as un dernier mot à l'endroit de nos internautes, quel va être ce mot? Enfin, je pense que j'ai déjà tout dit et je vais peut-être juste récapituler en disant que enfin, les possibilités qu'offre Internet, on vous le dit comme ça, mais on n'arrive juste pas. C'est un peu comme quand vous voyez un joli coucher de soleil, vous prenez l'appareil photo pour faire une photo. La photo est jolie, mais le coucher de soleil est encore plus joli que ça. Donc les possibilités sont vraiment grandes. Et il faut être prêt à investir le temps et l'argent qui vont vous permettre de vous approprier cet outil. Mais une fois que vous appropriez ça, vous arrivez d'aller vite. Oui, à faire des choses extraordinaires. Donc, enfin, comme je disais tout à l'heure, ce que Exploit Motivation fait, c'est super. Et je pense que vous êtes très bien placé pour les accompagner à le faire. Okay, merci beaucoup pour cette fleur. Alors, chers internautes, nous sommes à la fin de cet entretien et comme vous l'aurez su, Ulrich nous a apporté beaucoup d'abord en ce qui concerne tout son parcours, plus de 15 ans d'expérience et comme je vous le disais à l'entame de cet entretien, pour aller loin, il faut aller à la rencontre des gens qui ont déjà fait le parcours avant vous. Alors, si vous voulez davantage apprendre d'Ulrich, que ce soit concernant son parcours de freelancer, ou encore les produits et services qu'il a mis en place aujourd'hui pour accompagner des entreprises. Vous avez des solutions à développer, il a cette possibilité de vous accompagner pour le créer, c'est-à-dire de la conception jusqu'à l'implémentation, comme il me l'a posé tout à l'heure, si nous, on n'a pas envie de mettre en place des solutions qui peuvent commencer par nous générer des revenus de façon régulière. Si vous avez envie d'aller loin, n'hésitez pas à regarder dans la description. Nous avons mis tous les liens qu'il vous faut pour profiter de tout ce que nous avons mis en place comme outil pour vous accompagner dans ce sens. Et votre manière d'apporter dans la vie des gens qui vous entourent, c'est de faire du mal au bouton j'aime en l'agressant et également n'hésitez pas
partagez cette vidéo autour de vous afin de faire du bien dans la vie des gens qui vous entourent. Et on se retrouve certainement pour de nouveaux entretiens. Ulrich, merci d'avoir été un des nôtres et on espère se retrouver sur d'autres plateformes. C'était un plaisir. Merci beaucoup.